Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci avec un tout nouveau concept et un contenu inédit dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons plonger au cours des sciences de l'éducation avec un sujet passionnant, la classe inversée, le questionnement socratique. Je vous laisse tout de suite découvrir la vidéo. Bon visionnage à tous et à toutes. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos avis en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration pédagogique. Aujourd'hui, on s'attaque à un objectif franchement radical. Comment transformer l'apprentissage passif, vous savez celui où l'on écoute sagement pendant des heures en espérant retenir quelque chose, en une véritable construction active du savoir. C'est une dynamique fascinante qui repense totalement la place de celui qui apprend, mais aussi de celui qui enseigne. On va décortiquer comment des concepts philosophiques très anciens peuvent s'allier à nos outils numériques modernes pour créer des environnements hyper collaboratifs. Bref, on va repenser notre façon de transmettre les connaissances et on y va tout de suite. Alors, pour commencer, plongeons au cœur du sujet avec cette citation qui est la fondation philosophique absolue de notre thème. Vous l'avez sûrement déjà entendu, « Je sais que je ne sais rien » de Socrate. C'est littéralement le point de départ de tout apprentissage profond. L'humilité intellectuelle, c'est accepter de faire table rase et de se dire que nos certitudes peuvent et même doivent être remises en question. Dans ce modèle socratique, il y a un basculement total de l'autorité. L'enseignant n'est plus du tout le sage omniscient sur son estrade qui distribue la bonne parole. Non, c'est celui qui maîtrise l'art de poser les bonnes questions, celles qui vont amener l'esprit à découvrir la vérité par lui-même. C'est un changement de posture vraiment majeur. Voici rapidement notre feuille de route pour cette session. On va faire une petite introduction, puis on abordera Socrate et la maïotique avant de basculer sur la classe inversée. Ensuite, on verra un tutoriel très pratique en 5 étapes pour concevoir tout ça. On fera une petite vérification de nos acquis et on terminera par une conclusion. On commence donc par notre première partie, l'introduction et les objectifs. Qu'est-ce qu'on va accomplir ensemble aujourd'hui? Les objectifs de cette analyse sont super clairs. À la fin, on sera capable d'expliquer ce qu'est la maïotique, de comprendre vraiment la mécanique d'une classe inversée, et surtout on aura en main un petit tutoriel pour concevoir sa propre séquence en 5 étapes. On finira par se tester avec 3 questions de vérification. Prêt pour le voyage? On passe à la deuxième partie, Socrate et la fameuse maïotique. La maïotique, concrètement, ça vient d'un mot grec qui désigne l'art de la sage-femme. C'est une image que je trouve très puissante. Socrate se considérait un peu comme un accoucheur, mais un accoucheur d'idées. Le principe de base, c'est qu'on ne vient pas implanter un savoir de force depuis l'extérieur. Au lieu de ça, par un questionnement super rigoureux et méthodique, on aide la personne à construire elle-même sa compréhension. Et croyez-moi, c'est un exercice incroyablement difficile pour un éducateur. Il faut résister à cette tentation naturelle de donner la solution tout de suite pour gagner du temps. À la place, il faut formuler la prochaine question, celle qui va provoquer le déclic. En fait, l'enseignant n'a pas la réponse finale, il a l'étincelle. Et ce qui illustre ça brillamment, ce sont ces deux métaphores analysées par la philosophe Hannah Arendt. Socrate y est comparé à deux animaux avec des rôles bien distincts. D'un côté, on a le taurne, il pique, il dérange, il sort les gens de leur paresse intellectuelle pour vraiment stimuler le raisonnement critique. Et de l'autre côté, et ça c'est fascinant, on a la rétorpille, qui elle paralyse. Par ses questions incisives, Socrate plongeait carrément son interlocuteur dans l'embarras total. Les certitudes s'effondrent. Mais attention, cette paralysie momentanée n'est pas du tout un échec, c'est absolument vital. C'est ce qu'on appelle un inconfort productif. Il permet de déconstruire les fausses croyances pour enfin libérer l'espace mental et chercher la vérité. Allez, on arrive à la 3e partie et c'est là qu'on fait le pont avec notre époque. La classe inversée. Ce changement de modèle dont on parle, il porte un nom très précis, la double topicité. Regardons ce tableau un instant. Pensez à cette frustration qu'on a tous connue de se retrouver bloqué tout seul chez soi le soir face à un exercice de maths super complexe, sans personne pour nous aider. La classe inversée règle ce problème en bousculant complètement la géographie de l'apprentissage. Les tâches cognitives de base, découvrir la théorie via une vidéo par exemple, ça se fait à la maison à son propre rythme. Et la classe, ce moment si précieux où le prof et les autres élèves sont là physiquement, ça devient le lieu de l'intelligence collective. C'est réservé aux tâches complexes, au débat, à la résolution de problèmes, c'est vraiment l'optimisation ultime du temps qu'on passe ensemble. Pour vous donner une idée concrète de cette dynamique, regardons la méthode de la peer instruction, l'apprentissage par les pairs. Ça a été popularisé par Eric Mazur à l'université de Harvard. Imaginez un peu la scène. Au lieu d'avoir un amphi silencieux et passif face à un prof qui parle tout seul, la salle bourdonne d'énergie. Le professeur pose une question conceptuelle difficile. Les étudiants votent, puis ils se tournent vers leurs voisins et débattent. Ils confrontent leurs arguments et s'expliquent leurs erreurs mutuellement. C'est de l'interdépendance cognitive pure et dure. Ce que Mazur a prouvé, c'est qu'en supprimant le cours magistral classique, on libère du temps pour traiter les vrais blocages en direct. En fait, c'est le fameux dialogue socratique, mais démultiplié par la force du groupe.
Quatrième partie, le moment très pratique de cette analyse, concevoir en 5 étapes. Entrons dans le vif du sujet avec notre tutoriel. On va décortiquer comment créer une séquence engageante de A à Z. Étape 1, l'auto-apprentissage. L'étudiant découvre la théorie chez lui et arrive en classe préparé. Étape 2, on commence le cours en présentiel par un petit quiz numérique rapide. Ça permet de prendre le pouls et de vérifier que les bases sont là. Étape 3, c'est là qu'est la magie. Selon les réponses au quiz, on identifie les désaccords et on forme des paires contrastées, c'est-à-dire 2 élèves avec des avis volontairement opposés. Étape 4, le débat. Les élèves doivent argumenter pour trouver un consensus, c'est l'essence du dialogue socratique. Et enfin, l'étape 5, l'enseignant reprend la main pour faire un débriefing global, en ciblant très précisément les erreurs qui ont persisté pendant les débats. Ce qui est génial ici, c'est la mécanique visuelle de ce scénario cartographié par le chercheur Pierre Dillenbourg. Regardez bien la pyramide, de la base vers le sommet. Tout en bas, au niveau individuel, chacun donne son avis. Ensuite, on monte d'un cran. Le système repère les divergences et crée intentionnellement ce conflit cognitif en formant nos fameuses paires contrastées. L'équipe de 2 doit alors discuter, se critiquer de façon constructive pour aboutir à une décision commune. Et ce n'est qu'après ce processus maïotique intense entre élèves que tout le groupe, guidé par l'enseignant tout en haut de la pyramide, analyse les résultats et structure la leçon. C'est une ingénierie pédagogique d'une efficacité redoutable pour la mémorisation à long terme. Et vous vous demandez peut-être comment on gère ça logistiquement en classe. Eh bien, c'est là que le numérique devient notre meilleur allié. Imaginez, les élèves lèvent de simples cartes en papier avec des codes visuels, le prof balaye la salle avec l'appareil photo de son smartphone grâce à une application comme Plickers, et boum, le graphique de compréhension s'affiche instantanément au tableau de façon totalement anonyme. Pour des adultes ou des étudiants plus âgés, on peut utiliser des outils ultra simples comme Google Forms pour recueillir tout de suite les arguments des groupes, le prof voit immédiatement où ça coince. La technologie devient invisible, elle s'efface complètement en arrière-plan pour servir le dialogue humain. 5e partie de notre parcours, la vérification des acquis. On va tester ça ensemble. C'est le moment de mettre notre propre philosophie en pratique. Première petite question pour vous. Dans la méthode socratique, est-ce que l'enseignant est là pour donner les réponses ultimes ou bien pour fournir les questions directrices? Vous avez une idée? Eh bien la réponse c'est bien sûr les questions directrices. Tout comme la sage-femme, l'éducateur facilite la naissance des idées. Mais il ne nous les impose jamais. Il a la prochaine question en tête, pas la réponse toute faite. Allez, deuxième question. Comment ce fameux concept de double topicité vient-il redéfinir l'espace et le temps quand on apprend? Alors, on l'a vu tout à l'heure, la réponse est qu'il y a une bascule totale. La maison devient le lieu pour acquérir la base, au calme. Et à l'inverse, la salle de classe se transforme en l'arène des interactions de haut niveau, le lieu privilégié pour débattre et consolider vraiment les savoirs. Et enfin, troisième et dernière question, pourquoi ce sentiment de paralysie métaphorique, induit par la fameuse rétorpie de Socrate, est-il considéré comme un état absolument indispensable? Eh bien parce qu'avant de construire, il faut savoir déconstruire. L'apprenant doit réaliser que ses certitudes n'étaient peut-être que des illusions, et ce doute productif, c'est vraiment la fondation sur laquelle on va bâtir un esprit critique solide. Et nous voici arrivés à la 6e et dernière partie, la conclusion et les perspectives. Pour synthétiser un peu tout ce qu'on vient de voir, le point crucial, c'est qu'il faut accepter et même rechercher cet inconfort productif. Qu'on soit sur une place publique à Athènes dans l'Antiquité ou dans un amphi hyper connecté aujourd'hui, apprendre en profondeur, ça demande d'être bousculé. L'étudiant n'est plus un réceptacle qu'on remplit, c'est le bâtisseur de son savoir. Mais attention, petite précision vitale, cette vulnérabilité ne fonctionne que s'il y a une vraie sécurité psychologique dans la classe. L'erreur ou le doute ne doivent jamais être vus comme des faiblesses, mais vraiment comme le carburant de cette méthode. Pour terminer cette exploration, je vous laisse avec une réflexion puissante. Posez-vous la question, à quand remonte la dernière fois qu'un enseignant a sincèrement changé d'avis parce qu'une question d'un élève l'a forcé à vraiment réfléchir? C'est le défi majestueux de la pédagogie active. Il faut accepter que dans ce dialogue constant, l'esprit qui grandit et se transforme, eh bien ce n'est pas toujours seulement celui de l'élève. C'est sur cette belle idée d'humilité partagée qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.